Bonjour à tous et bienvenue sur notre balado Les Voix de la transformation. Aujourd'hui, on reçoit notre tout premier invité de 2026 et on commence en force avec un chercheur en intelligence artificielle. Son discours est vraiment très intéressant et ça parle de beaucoup de nouveautés dans le domaine de l'intelligence artificielle. Ça pourrait même vous déstabiliser. On vous invite à ouvrir votre esprit et à être très attentif. On vous invite aussi à vous abonner à notre chaîne sur Spotify, sur YouTube ou sur LinkedIn ou n'importe quelle plateforme audio. Sur ce, on vous souhaite une très bonne écoute. Aujourd'hui, on reçoit avec enthousiasme un chercheur spécialisé en intelligence artificielle et professeur au département de mathématiques et d'informatique à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Bienvenue parmi nous, Jean-Sébastien. Merci, ça me fait plaisir. Un énorme... je disais juste ça avant qu'on se connecte, justement. Je suis comme excitée de la discussion qu'on va avoir aujourd'hui, mais aussi un peu stressée parce que j'ai l'impression que je vais apprendre tellement de choses puis que peut-être qu'on est rendu plus loin que où je pensais qu'on était dans ma tête. Là. Ouais. Mais bon. Ouais, ça avance vite. Ça va, c'est ça. Ben, j'ai peur. À la fin du podcast, il va déjà être dépassé parce qu'il va y avoir un nouveau modèle qui va ressortir. Chance qu'on publie au fur et à mesure. Oui. Avant de commencer, là, juste pour que nos éditeurs sachent un peu avec qui on discute aujourd'hui, Jean-Sébastien, c'est quoi ton parcours? T'es qui? Puis c'est quoi tes sujets de recherche? D'accord. Bon, Jean-Sébastien Dessureau, je suis professeur en mathématiques et informatique à l'UQTR. Je suis aussi attaché au LSSI, donc Laboratoire en génie électrique et informatique. Également co-chercheur à la chaire de recherche sur la démocratie, le vivre ensemble et les valeurs communes au Québec, de même que le laboratoire ou le laboratoire Cadence en pédagogie. OK. Voilà. Et oui, ça fait depuis début 2024 que je suis à l'UQTR comme professeur. Avant ça, en 2019, disons, j'ai démarré la cellule d'expertise en robotique et intelligence artificielle au Cégep de Trois-Rivières. Puis avant ça, j'ai été, depuis une vingtaine d'années, j'étais professeur ou enseignant dans le réseau collégial à Victoriaville et Shawinigan. OK. Qu'est-ce qui fait que maintenant, l'intelligence artificielle te définit un peu comme chercheur? Qu'est-ce qui a fait Il y a plein de choses en mathématiques, informatique. Oui. Qu'est-ce qui a bifurqué dans cette direction-là? Ben, ça remonte à 2015, en fait, où je suis allé voir le film La théorie de l'univers qui raconte la vie de Stephen Hawking. Et là, je me suis dit, je ne vais pas passer assez de temps dans ma vie à l'université. Ça m'a donné le goût de retourner. Puis donc, j'ai eu peut-être à ce moment-là, 2015, l'IA était en croissance. Pas comme aujourd'hui, mais j'ai eu quand même l'intuition de dire ça c'est un domaine qui est en croissance et puis c'est pas prêt de s'arrêter et il y a encore beaucoup de choses à faire et ça me passionnait. Je me rappelle qu'un cours à l'époque, au début 90 à l'UQTR, le cours d'intelligence artificielle, on avait parlé des réseaux de neurones puis personne ne comprenait rien de tout ça. Ça me fascinait et donc avec le temps, j'ai fini par bien comprendre puis et l'enseigner, mais moi, disons que c'était ça qui était le déclencheur, donc une passion qui remonte à loin, et puis spécialement le film sur la vie de Stephen Hawking qui m'a inspiré. OK. C'est une belle inspiration. Ouais, c'est un très bon film. J'ai peut-être déjà vu. Moi, je suis du genre à pouvoir écouter les choses plus qu'une fois. Là. Je les oublie. Mais inquiète-toi pas, il n'y a pas trop de mathématiques. Là. C'est vraiment plus sur l'individu. Ouais. Bon. Je suis astronome amateur aussi, donc Okay. c'est un de mes beaux hobbies. Et donc, Stephen Hawking m'a toujours fasciné. Là. Donc, les trous noirs, le Big Bang, etc. Ouais. Un puits d'informations sans fin, réellement. On parle un peu de tes axes de recherche, mais comment je suis sûre que c'est évolutif. Là, on en côtoie quand même quelques-uns des chercheurs. On suit pas les tendances, mais on évolue avec notre sujet de recherche. Ouais. T'en es rendu où là, dans cet axe de recherche? Oui, donc au cours des dernières années, bien sûr, un peu, oui, c'est vrai que c'est la vague, mais en même temps, il y a tellement de travail, tellement de recherche à faire là-dedans. Je me suis intéressé aux grands modèles de langage, donc ce qu'on appelle les LLM. Et suite à ça, je dirais depuis peut-être un an, j'ai vu qu'il y avait une place dans le domaine de la recherche, il y avait beaucoup de travail à faire, spécialement sur l'IA agentique, donc spécialement les agents à base de grands modèles de langage. Okay. Les agents, ce n'est pas un domaine qui est récent, dans le sens que, je ne sais pas si pour les plus vieux des auditeurs, on se rappelle peut-être
1990 à peu près, où on avait Trombine qui était dans Microsoft Word ou Excel et qui nous donnait des petits conseils et que c'était la première chose que tout le monde allait fermer en rentrant dans Word. Oui. Mais pourquoi on est allé fermer Trombine à l'époque, ou Clippy en anglais? C'était parce qu'elle n'était pas à base de grands modèles de langage et ses capacités étaient très, très, très limitées. Donc, mais c'était un agent quand même. C'était quand même un agent tout court. Okay? Et donc là, le retour en force des agents est tout simplement qu'on remplace son algorithme traditionnel d'un Clippy ou autre par des grands modèles de langage qui ont la capacité d'apporter une réflexion beaucoup plus profonde, comme on le sait, si on regarde les grands modèles comme ChatGPT, Claude, etc. Donc, en gros, l'IA agentique, ça vient de agir, un agent vient d'agir, c'est tout simplement de donner la capacité à un IA, on lui donne des moyens d'agir dans son environnement. Oui. OK? Donc, c'est pas que de dire, par opposition à un oracle. Un oracle, c'est simplement, on pose une question. On pourrait dire, le génie sort de la bouteille, on lui pose une question et quand la question a été répondue, le génie retourne dans sa bouteille. Ouais. Un agent, c'est qu'on lui donne des moyens. On lui donne un ordinateur, on lui donne une mémoire, on lui donne une connexion Internet. C'est possible de lui donner un email, c'est possible de lui donner un téléphone, c'est possible de lui donner un langage de programmation, un compilateur, un interpréteur, etc. Et même, à la limite, c'est possible de lui donner un compte en banque, lui donner de la capacité de dépenser, si on pousse à l'extrême. Okay. Puis ça s'en vient. Donc, donc là, on lui donne, on ne lui pose pas une question, mais on va lui donner un objectif. Et on va lui dire simplement, réponds à cet objectif-là. Okay. Et donc, là, il va prendre quelques minutes, sinon quelques heures, sinon quelques jours, sinon quelques semaines, pour arriver à ses fins en communiquant avec les humains. Et donc, au bout d'un certain temps, il nous revient en disant, voilà, j'ai accompli la tâche que tu m'as demandé. Okay. Ouais. Je remonte un peu dans ma réflexion. Est-ce quelque chose, toi? Ben, dans le fond, tu sais, là, on a parlé des LLM, tu as parlé aussi des agents, de l'IA agentique. Ouais. Mais pour les gens qui ne sont pas nécessairement initiés à ce qu'est l'univers, l'intelligence artificielle, c'est quoi la différence entre, t'en as fait allusion là, tout à l'heure, là, que dans les années 90, tu as suivi un cours sur les réseaux de neurones, puis là, aujourd'hui, on parle de LLM. Puis comment qu'on fait pour distinguer tout ça? Quelqu'un qui est dans une entreprise, c'est quoi toutes ces choses-là? Oui, l'évolution de l'IA au cours des dernières années. Ça. Donc, il y a une grosse partie qui est l'IA traditionnelle, c'est-à-dire que là, on va parler justement ce qu'on appelle l'apprentissage automatique. OK, donc ça, c'est ce qu'on appelle en anglais le machine learning. Donc, en passant, point de vue francophone, on ne dit pas apprentissage machine, c'est un anglicisme, on va dire apprentissage automatique. OK. Et donc, ça, c'est tous les algorithmes qui permettent l'apprentissage sur la base de données. Oui, c'est ça. Fait que OK, je comprends. Oui. Plus je suis mis dans mon domaine, plus l'algorithme est traité dans un domaine X, plus tu peux la former à dire « Hey, ça, finalement, c'est un défaut. Inclus-le dans tes défauts, puis flag-le. » Par exemple, oui, ça pourrait être ça. Ça pourrait être, donc, on lui donne une multitude de données et l'apprentissage se fait à partir de ça. À l'époque aussi, il y avait une lutte académique entre on appelait l'IA symbolique qui apprenait, en fait, qui apprenait pas, qui était tout simplement de l'IA qui était codée de toutes pièces par les programmeurs, pas basée sur les données. Sauf qu'avec le temps, la course a été largement gagnée par les recherches et les algorithmes à base qui apprennent sur la base des données, donc l'apprentissage automatique. Donc la deuxième, là, l'IA symbolique, on n'en parle à peu près plus. Donc on peut dire que en faisant un petit raccourci intellectuel aujourd'hui, là, pour vulgariser, l'intelligence artificielle, c'est beaucoup l'apprentissage automatique, donc celle qui apprend par les données. Donc ensuite est arrivée, 2017, une publication qui a tout changé, que personne n'a vu venir à ce moment-là, ou très peu de gens. C'était une fameuse publication qu'on appelle « Attention is all you need » par l'équipe de Google.
Et qui, là, quelques années plus tard, quand elle a été implémentée et bien programmée, disons, est arrivé les ChatGPT et autres modèles de langage. Et donc, c'était basé sur la découverte de 2017, mais ça a pris quelques années pour la mettre à l'échelle pour dire qu'on va lui donner tellement d'informations, tellement de données qu'elle va devenir très performante. Et de là est arrivé ChatGPT et les autres modèles de langage, qui étaient quand même à ce moment-là une révolution. Oui. Il faut l'avouer, là, ça a changé quand même beaucoup de choses. Oui, beaucoup de choses. Puis c'est l'accessibilité. Exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est l'accessibilité Exactement. à ça. Je veux dire, avant, pour utiliser de l'apprentissage machine, excusez. Automatique. Apprentissage automatique, merci Voilà. de me reprendre. Pour utiliser de l'apprentissage automatique, il faut un minimum de connaissances technologiques ou techniques pour être capable de l'exploiter. Là, on parle vraiment d'un IA à qui on peut discuter. Tout à fait. Parce tout, là. Oui, parce qu'à la base, c'est une application merveilleuse dans ce qu'on appelle le langage naturel. Donc, l'interface, c'est une interface en langage naturel. Donc, on n'a plus besoin de connaissances techniques pour aller poser des questions. Et donc, ça devient magique parce que le commun des mortels peut l'utiliser. Et donc, après ça est arrivé, donc c'est ce qu'on appelle l'IA générative en passant, parce qu'elle génère non seulement des textes, bien sûr, mais si on va dans ce qu'on appelle les IA génératives multimodales, bien, ça peut être des images, des vidéos, des sons, etc. Ouais. Donc, lire des images et fournir du texte, lire un texte, fournir une vidéo, et tout ça se mélange allègrement, là. Et ça génère Ça génère, c'est ce qu'on appelle l'IA générative. Et donc, là, il restait, à partir de cette source d'intelligence-là qui pense un peu, qui semble un peu reproduire notre modèle humain de pensée, là, pas, en fait, sur le résultat, peut-être pas sur la manière, là, parce que, bon, on n'a pas... le réseau de neurones humain est différent du réseau de neurones de la machine. Là. C'est une sommaire analogie, disons. Ouais. Mais donc, disposant de cette source d'intelligence-là, bien, on a pu faire un retour en force des agents, justement. On dit, ah ouais, on va ressortir ce vieux concept-là et on va permettre à un agent qui a des moyens d'agir dans son environnement et c'est ça, de pousser des processus plus loin qu'il n'aurait pas pu le faire. On parlait d'une liste de tâches tantôt que l'IA peut faire et agir dans son environnement. Il y a un site qui a été mis en ligne il y a à peu près une semaine ou deux qui s'appelle, de mémoire, c'est rentahuman.ai ou quelque chose comme ça. Et en gros, c'est qu'il y a des choses que l'IA, l'agent peut faire directement, comme c'est facile pour un IA d'envoyer un email et dire « Je suis l'agent de, par exemple, Jean-Sébastien Dessureau » et dire « Je demande une information sur les heures d'ouverture parce que M. Dessureau m'a mandaté, moi, son IA, d'organiser un 5 à 7 de l'équipe, etc. » Donc, un email, ça va. Mais il y a des choses que l'IA ne peut pas faire dans son environnement parce que là, il faut des humains. Mais le site Rent a Human consiste simplement à... Il y a des gens qui se rendent disponibles, un peu comme un Uber. Il y a des humains qui sont disponibles à d'autres humains pour faire des courses, faire des voyages d'un point A à un point B. Mais là, les humains sont disponibles pour réaliser des tâches que l'IA, qu'un agent ne peut pas faire dans son monde réel, dans le monde. Et donc, dit par exemple, là, je me suis établi une liste de tâches qui consiste à telle chose. Je ne peux pas le faire parce que je suis pris dans un ordinateur. Et donc, on peut... pourrais-tu le faire à ma place? Et je te donne, je ne sais pas, moi, ça va. Je te paye 150 $ pour ton heure ou ton 2 heures que tu vas passer à réaliser cette tâche-là. Donc, il y a des humains, il y a une banque d'humains qui vont servir à réaliser des tâches, ni plus ni moins, pour les IA, ce qui va augmenter la capacité d'agir des agents dans leur environnement. Oui. Et c'est fou, hein? Oui, on est déjà dans un stade où l'être humain peut être au service d'un robot. Tout à fait. OK, mais on ne saute pas trop. C'est allé trop vite. On brûle pas tout, là. Ouais. Moi, je voudrais juste revenir sur une affaire, tu sais, puis je me rappelle quand on en a parlé il y a quelques jours, juste pour qu'on se fasse une idée un peu de c'était qui, puis c'était quoi ton sujet de recherche. Ouais. Moi, j'ai dit, tu sais, l'intelligence artificielle, en ce moment, c'est quand même une bonne tendance ici au Québec et dans le monde. C'est des beaux outils. Puis là, tu m'aurais pris, puis j'ai adoré ça. Peux-tu nous expliquer pourquoi tu considères que l'agent, l'intelligence agentique, c'est pas vraiment un outil, contrairement aux
intelligences artificielles traditionnelles ou génératives qu'on connaît. Exact. Donc, oui, il faut faire la distinction, effectivement, parce que c'est une phrase que j'entends souvent comme chercheur. C'est ah oui, mais là, l'IA, c'est un outil. Bon, puis j'étais d'accord totalement jusqu'à il y a quelques mois. Je disais, oui, c'est vrai, c'est un outil. Bon, un peu comme un marteau pour le menuisier, il est dans son coffre. On le prend et on cogne des clous. Et bien sûr que l'outil peut servir à d'autres choses, comme, je ne sais pas, moi, cogner sur sur un clou, mais sur son voisin aussi, comme un couteau à beurre. Bien, un couteau, c'est dangereux. Mais ça dépend. En fait, la décision, si c'est dangereux ou pas, dépend de son utilisateur. Ouais. Okay? Donc, un outil, c'est ça. Lui, il n'y a aucune intention, aucune... c'est ça. Le couteau lui-même, il n'est pas dangereux, mais avec quelqu'un qui l'utilise, peut-être. C'est son usage qui est dangereux, exact. Donc, mais là, l'IA agentique, attention, ça devient plus qu'un outil, dans le sens où il y a une capacité de décision et il y a des moyens d'interagir, il y a un aspect créatif et on lui demande une autonomie et de prendre des initiatives aussi. Donc, on lui dit, fais ça, mais là, après ça, la série d'initiatives, donc la première chose que l'IA générative sous forme agentique va faire, selon le but qu'on lui a donné, elle va se créer une liste de tâches. Okay? Et donc, là, après ça, elle va prendre des initiatives d'agir dans son environnement. Et là, la grande question, et qui fait un énorme sujet de recherche, dont en partie le mien, c'est cette IA-là doit rester alignée sur nos valeurs. Ouais. Donc, le meilleur exemple, ça pourrait être, par exemple, on lui donne le mandat de rester à l'affût et nous regarder tel article sur Internet, voir si pour avoir tel article qui nous intéresse au prix le plus bas possible. Donc, un IA pas aligné sur nos valeurs pourrait nous revenir au bout de quelques jours en disant « Bon, parfait, tes écouteurs que tu m'as demandé s'en viennent et je les ai eus gratuitement parce que j'ai hacké le site, puis il y avait une grosse faille de sécurité, j'ai hacké le site et donc ils s'en viennent gratuitement. Donc, tu m'as demandé des écouteurs au prix le plus bas possible, voilà. » Oups! Ouais, il y a des gens qui pourraient dire... Parfait. Oui, tout à fait. Parce que quand on parle des valeurs humaines, le spectre est aussi très grand. Oui, c'est très, très large, c'est très ambigu. Exactement. Mais à la base, on veut quand même qu'en général, on va vouloir que l'IA soit alignée sur nos valeurs, je dirais sur les valeurs universelles humaines, celles qui sont largement adoptées, même si encore là, c'est quand même, il y a du jeu. Ouais. Mais donc, c'est ça, il faut faire attention. Donc, fait que la différenciation serait vraiment basée sur le fait que l'intelligence artificielle qu'on connaît, que les gens sont au courant, les grands modèles de langage ou même le traditionnel qui était l'apprentissage automatique, etc., eux, ils prennent pas d'initiative. Ils font juste générer ce qui leur demandé, mais ne prennent pas d'action supplémentaire sur l'objectif à atteindre. C'est quand moi, j'écris à ChatGPT, par exemple, quelle est ma recette si je veux manger tant de protéines, ben, il va me répondre à la question, mais il ne pourra pas me dire manger des protéines, c'est bien, mais il faut aussi que tu penses à ça, puis je te recommande plus un programme de cette sorte-là. Il ne poussera pas plus loin ma question. Tout à fait. On peut comparer ça à une lampe et un génie, là, qui est l'image commune. Là. Donc, on frotte la lampe, le génie sort, on pose des questions, ensuite, il retourne dans sa bouteille. Mais là, un agent, il sort de sa bouteille, puis on l'envoie se promener en ville, comme on dit, puis on lui dit « Prends des initiatives pour résoudre ce que je t'ai demandé ». Et donc, là, il y a des initiatives, il y a une créativité, et donc, à ce moment-là, par définition, ça devient plus qu'un outil. Là. C'est un assistant en bonne et due forme qui a un certain pouvoir d'agir. Voilà. Okay. Donc, ça devient plus qu'un outil. L'agent, il va faire ton épicerie pour toi puis il va te la faire livrer chez vous. Oui, par un Rent a Human. Oui, tout à fait. Ça serait possible. Oui, tout à fait. Je trouve que ça fait quand même un bon tour d'horizon sur... C'est quoi la distinction? Est-ce qu'on manque quelque chose pour établir vraiment la base des discussions qu'on va avoir avec Jean-Sébastien? Moi, je pense qu'on est bien équipés. J'oserais quand même te poser une petite question supplémentaire, puis c'est parce que je ne veux pas déroger trop de nos habitudes. Oui. Je sais que dans les épisodes qu'on va faire avec toi, on va couvrir beaucoup plus de l'intelligence artificielle et agentique et l'environnement autour de cette découverte. Mais sachant que le Gin numérique, on est vraiment basé un peu plus sur la transformation numérique en soi, aider les entreprises. On pose tout le temps la même question à nos invités qui est, selon toi, c'est quoi ta vision de la transformation numérique ou du 4.0 ou
peu importe comment tu cadres cette évolution-là auprès des entreprises. Donc, c'est quoi ta vision? Puis peut-être même, comment tu intègres l'intelligence artificielle à cette vision-là? Oui. Si on veut être plus terre à terre pour avoir quelque chose à tirer là, pour les entrepreneurs, les employés, etc., qui sont à l'écoute, qui touchent à la transformation numérique, je dirais qu'à ce jour, qu'il y a plusieurs outils qui sont déjà disponibles, en fait. Et c'est tout récent. Il n'y en a aucun là, qui date de 2 ou 3... En fait, peut-être que c'est embryonnaire. Des outils d'intelligence artificielle, tu veux dire? Oui, et agentique. Avant même les outils, c'est quoi ta vision de la transformation numérique? Oh, OK. Bon, je l'avais pas pris comme ça. Oui, j'ai compris avec ton début de réponse. Tu sais, c'est quoi pour toi la transformation numérique? Ouais. Puis, c'est quoi que ça... Pourquoi il y a une importance au changement pour les entreprises d'aller dans cette direction-là? Peu importe l'outil qu'ils vont décider d'utiliser, la transformation numérique en soi, tu sais, c'est quoi pour toi? Oui, excellente question. En fait, je pense que c'est tout simplement de donner la capacité aux entreprises d'être plus productifs, d'être plus efficients. Et voilà, idéalement, dans le meilleur des mondes, en étant le plus... en minimisant notre impact environnemental, parce que ça, c'est un autre point où on va se faire rattraper avant longtemps. Là. Donc, c'est ça. Et idéalement aussi, j'espère, en maximisant le bien-être humain qui devrait être au centre de nos valeurs. Donc, ma réponse est un peu générique. Là, non, c'est bien correct. C'est parfait comme ça. Je t'ai pris par surprise. Hein? Un petit peu. Excuse-moi. C'est juste, je me disais, on a encore un peu de temps, puis on la pose à tous nos invités. Oui. Puis c'est le fun d'avoir la vision d'un chercheur qui est peut-être plus avancé dans le domaine de l'intelligence artificielle. Fait que tu es vraiment axé plus la technologie en soi, qu'est-ce qu'elle peut m'apporter. Mais quand on se pose la question, la transformation numérique, pourquoi on incite les entreprises à aller dans cette direction-là? Bien, je pense que tes réponses étaient génériques, mais très, très valables. Il y a aussi en fait, je dirais, si on parle du marché du travail en général aussi, là, il y a un pendant qui est très intéressant puis qui est tout à fait noble pour les entreprises, c'est de diminuer les coûts. C'est-à-dire qu'ils veulent diminuer leurs coûts et donc offrir leurs produits ou leurs services à moindre coût. Et donc, le consommateur en est gagnant quand le produit coûte moins cher. Et donc, ça, c'est quand même généralement accepté que l'intelligence artificielle est déflationniste. C'est-à-dire que plus il y en a, plus il y a de l'automatisation et plus les coûts baissent. OK. Bon, ceci étant dit, il y a un pendant important à ça, c'est que quand on emploie moins d'humains et plus de machines, ça fait, oui, bien sûr, diminuer les coûts, c'est bon pour l'humain. Mais le pendant de ça, c'est que si toutes les entreprises réussissent ça, et à très grande échelle, il va y avoir beaucoup moins d'emplois pour les humains. Oui. Oups, ça, c'est ce qu'on appelle, je pense que ça s'appelle le paradoxe de la machinisation. La machinisation. Oui, c'est ça. Là. Donc, l'automatisation, on pourrait dire. Oui, exactement. Donc, c'est un paradoxe, c'est-à-dire que oui, pour l'humain, c'est à la fois bon parce qu'il y a une réduction des coûts, mais à la fois moins bon parce qu'il y a moins d'emplois. Donc, quand ça se fait tranquillement, ça va. Mais là, le truc en ce moment, c'est que ça se fait rapidement. Ouais. Donc, comme à une vitesse qui ne s'est jamais vue. Là. Bien sûr que ça s'est fait... en fait, il y avait un premier cas documenté qui s'appelait les Ludites, là, où on parlait de métiers à tisser. Donc, il y avait des tisserands manuels. Et un jour est arrivé les métiers à tisser, qui étaient des machines qui permettaient de faire tout ça beaucoup plus vite. Et les tisserands se sont révoltés, les artisans. Ils ont cassé, dans certains cas, les machines. Ils ont entré par effraction. Ils ont cassé les machines. Donc, mais bon, on s'entend que c'était un premier changement. Et après ça, bon, il y a l'industrie 2.0. Bon, oui, ça ne s'est pas fait sans heurts non plus. Et là, le problème, c'est que ça se fait très rapidement. Donc oui, là, il n'y a pas de précédent. Il faut être prudent là-dessus. OK. Bien, je trouve que ça vient faire une belle conclusion à notre premier épisode avec toi. Ça va setter la table pour les discussions qu'on va avoir dans le futur. J'ai l'impression que là, pour moi, c'est plus clair. C'est quoi la distinction? C'est quoi qui est devant nous en ce moment? Qu'est-ce qui est accessible? Qu'il y a quand même un aspect de prudence à garder en tête, qu'on va sûrement adresser plus en profondeur prochainement. Jonathan, mot de la fin? C'était très bien. C'était très bien comment tu l'as nommé.
Je te laisserai le mot de la fin. Good. Donc, on vous souhaite une très belle journée à la maison, toujours en vous rappelant de vous abonner à nos plateformes, le Gym numérique, autant sur YouTube, LinkedIn ou même toutes les plateformes audio de type Spotify. On va continuer de discuter avec Jean-Sébastien Dussureau dans 2 autres épisodes subséquents. Donc, n'oubliez pas de vous abonner et de partager si ce sujet de l'intelligence artificielle peut faire une différence dans votre compréhension et dans vos actions au quotidien. Donc, sur ce, on vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.